À l'écoute de La Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Docteur Frédéric Nordman, bonjour. Bonjour David. Vous êtes sur la radio juive de Marseille-Provence, dans l'émission qui s'appelle La Voix de Sion, qui est coproduite par la FOSF et l'OSM. Donc, juste un bref rappel, vous êtes médecin, vous avez été Je suis médecin, oui, je suis médecin psychiatre mon âge fait que je suis depuis peu à la retraite, mais retraité actif. Retraité actif. Et je réside principalement en Israël, donc là je suis de l'autre côté de la Méditerranée, sous le soleil d'Israël. Donc vous êtes médecin, vous avez été président du KKL-JNF de France. Oui, entre 2004 et 2012. Voilà, et vous êtes d'ailleurs président d'honneur du KKL de France. Oui, comme ancien président, effectivement. Voilà, vous êtes président d'honneur. À participer aux activités du KKL, en particulier la marche pour l'eau qui avait été lancée par un grand ami qui s'appelle Moshe Cohen et qui est actuellement délégué de l'OSM pour Marseille et la région sud, et qui permet de réunir les amoureux de la terre d'Israël. Voilà, et pour terminer, Frédéric, vous êtes membre du Congrès sioniste mondial. Oui, voilà. Absolument. Donc... Et je crois que je ne suis pas le seul, parce que mes amis marseillais, David également, Élie Bérédi et Jacob Madar, que je salue s'ils nous écoutent, nous sommes élus, tout à fait. représentent Marseille et la région qui compte comme une communauté très importante. Hein, c'est la deuxième de France, après la région parisienne, dans un terrain particulièrement difficile sur le plan politique actuellement en France, comme on le sait. Donc, Frédéric, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler. C'est moi qui vous remercie de m'inviter. Pour parler sur le congrès. Comment ça va, Frédéric? Sur le plan, je vais vous dire, pas plus tard qu'hier, moi je suis en Israël, donc on a des alertes pratiquement tous les jours dans la région de Tel Aviv. Alors le mot hébreu c'est Azaka, vous savez on se familiarise avec le vocabulaire hébreu, on dit qu'une alerte, on dit une Azaka. Donc ce sont les Houthis du Yémen qui nous envoient ça tous les soirs, c'est surtout pour essayer de perturber le trafic aérien, de paralyser l'aéroport Ben Gurion. Alors, ils y arrivent en partie dans la mesure où beaucoup de compagnies étrangères, comme vous le savez, suspendent leur vol. Et là, en revanche, les arrêtent pendant une heure et ils reprennent ses vols. Alors, comme l'Ode, Ben Gurion est situé entre Tel Aviv et Jérusalem, c'est toute la zone centrale du pays, donc la plus peuplée, la plus densément peuplée qui est concernée. Donc, sur 10 millions d'habitants, vous avez 3 millions d'habitants qui sont concernés, qui doivent aller ou dans les abris, ou dans les chambres sécurisées des appartements, qu'on appelle les mamades, ou dans les cages d'escalier pour les vieux immeubles. Okay. Mais on s'y habitue, et puis la vie reprend tout de suite après. Voilà, et puis il y a une résilience extraordinaire auprès du peuple juif. Et ça, je la partage, je peux vous dire que je la partage. Je suis en Israël, et on partage le vécu des Israéliens, on partage l'angoisse des Israéliens quand on apprend, vous savez, la mort des jeunes soldats qui sont nos enfants, nos petits-enfants, et on partage la peine de tout un pays. Voilà. Tout un pays qui est pris en otage, hein, et j'ajoute, pris en otage depuis le 7 octobre. Il y a une prise d'otage que l'on connaît, mais c'est en fait tout le pays qui est pris en otage, absolument. Depuis le 7 octobre. Donc Frédéric Nordman, on va parler sur deux sujets principalement. Un, le vote au Congrès sioniste mondial qui aura lieu bientôt, et puis sur les enjeux de ce vote au Congrès sioniste mondial. Vous savez que les inscriptions se terminent aujourd'hui à minuit, et donc on invite bien sûr tous les auditeurs de nos communautés, hein, Marseille-Provence, à s'inscrire. On donnera dans quelques minutes comment s'inscrire, on le dira, comment s'inscrire. Et puis, donc, jusqu'à ce soir, ils peuvent s'inscrire à la Fédération des organisations sionistes de France.fr. C'est l'organisation, c'est la FOSF France qui est chargée par le Congrès d'organiser les élections. Donc, jusqu'à ce soir, minuit, ils doivent s'inscrire en allant sur FOSF. Je le dis ici, j'ai peut-être leur site, c'est FOSF. Écoutez, FOSF Paris en un seul mot @gmail.com.
D'accord? Ça, c'est leur Oui, mail. alors, Pardon, oui. c'est leur mail, Frédéric. C'est fosf.fr. Donc, Oui, alors, si je peux intervenir, je pense qu'il faut être très précis sur les modalités d'inscription, parce que tout le monde n'est pas familiarisé avec justement les inscriptions en ligne. Or, le délai est très court maintenant, et je crois rappeler qu'il faut produire une pièce d'identité française avec l'adresse valable, hein, carte d'identité ou passeport, et également s'acquitter de la contribution qu'on appelle le shekel symbolique pour participer aux congressionniste, qui est la somme modique de 5 euros. voilà. C'est important. Alors, je crois que la somme, elle peut être versée après. Hein. L'important, c'est l'inscription. D'inscription. Hein, le règlement des 5 euros, ça peut se faire postérieurement à l'inscription, d'après les renseignements dont je dispose. Je précise que sans la production d'une pièce d'identité est obligatoire pour éviter les fraudes, comme vous l'avez compris, parce que sinon tout le monde peut signer des documents. Donc il y a la pièce d'identité qui doit être, à mon avis, scannée ou prise en photo par le portable. Absolument. Et la joindre. Et le shekel, c'est tout simplement ce qu'on appelle la technique du vote censitaire, c'est-à-dire il faut payer un sens, hein, et c'est à peu près l'équivalent des votes anglo-saxons en Israël. Voilà. Donc rappelons rapidement ce qu'est le congrès sioniste mondial, quel a été son objectif, etc., avant la création de l'État d'Israël. Alors, je vais le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, puis pour ceux qui le savent, c'est un rappel. Il faut rappeler que le congrès sioniste a été fondé par Théodore Herzl, fondateur du sionisme politique moderne, et le premier congrès sioniste s'est réuni en 1897 à Bâle. Premier congrès sioniste, c'est là où Théodore Herzl a prononcé des paroles prophétiques en disant aujourd'hui, fonder l'État juif. Dans 5 ans peut-être, mais dans 50 ans sûrement, ce sera une réalité. 50 ans plus tard, c'était 1947-48, la proclamation de l'État d'Israël et la guerre d'indépendance. Alors ce congrès, au départ, se réunissait tous les ans. Il réunissait donc des délégués de toutes les communautés juives disséminées de par le monde, qui envoyaient des délégués à Bâle pour, à l'époque, en 1897, la terre d'Israël était sous le joug de l'Empire ottoman, donc il n'y avait pas de projet politique d'indépendance parce que le rapport de force ne le permettait pas, mais il y a eu beaucoup d'institutions qui ont été créées à ce moment-là et qui ont fait qu'en 1948, tout était prêt pour que l'État puisse fonctionner. En particulier, ce qu'on appelle du KKL, le KKL a été fondé en 1901, au 5e congrès sioniste, était chargé de racheter les terres et au prix fort, des terrains insalubres. Hein, quand on nous accuse de voler les terres, on les a rachetés et au prix fort aux propriétaires arabes et on les a mis en valeur et de mettre en valeur. Alors ce congrès ensuite s'est réuni régulièrement par intervalles réguliers et là je crois qu'on en est au 37e, je ne sais même plus, je ne décompte plus. Je crois que c'est le 37e. 39e, on me fait... C'est le 39e, oui, je retarde déjà parce que j'étais délégué au 37e et 38e. On est au 39e congrès sioniste depuis le premier congrès sioniste de Bâle. Alors, pour être très schématique, le congrès sioniste, ça se veut être le parlement du peuple juif. Alors le peuple juif, il est en grande partie, maintenant, en majeure partie maintenant en Israël. Donc, à ce congrès, il y a les représentants d'Israël qui sont le reflet de la Knesset, parce que là, il y a des élections de la Knesset qui font qu'il n'y a pas des élections spécifiques au congrès, puisque c'est la Knesset qui les représente. Tout ça pour un tiers. Le deuxième tiers, c'est les États-Unis, qui sont la première communauté en dehors d'Israël en nombre d'importance, avec beaucoup de courants aux États-Unis. Et le troisième tiers, ce sont les autres pays pour lesquels la France est un des principaux pays, comme vous le savez, puisque c'est la France qui compte la plus grande communauté juive en dehors des États-Unis et en dehors d'Israël. Donc la France doit désigner des délégués dont le rôle sera de représenter la France et de soutenir, de réaliser un peu l'unité du peuple juif et de soutenir tout ce qui va se passer en Israël, de soutenir les politiques et également des grandes institutions sionistes qui œuvrent en Israël, comme le KKL, je l'ai dit, il y a également le Keren Hayesod, il y a beaucoup d'institutions sionistes qui vont être le reflet du congrès sioniste. C'est ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que on me pose souvent la question, à quoi ça sert? À quoi ça sert depuis qu'il y a l'État d'Israël? Justement, depuis l'État d'Israël. Avant l'État d'Israël, c'est ce qui a préparé à la fondation de l'État d'Israël.
depuis que l'État d'Israël existe, c'est le lien entre l'État d'Israël et les communautés juives de par le monde. Je parlais d'ailleurs tout à l'heure du KKL. Je voudrais saluer, s'il nous écoute, mon ami Bernard Guigui, qui est le président du KKL de Marseille et des environs. Et nous le saluons. J'ai toujours le plaisir de beaucoup travailler et je sais qu'on continuera encore. Nous saluons Bernard Guigui, qui est un ami aussi et qui fait un excellent travail ici dans le Sud, dans des moments très compliqués d'ailleurs. Frédéric, on peut peut-être synthétiser le congressionnisme mondial, si on peut, en disant que la Knesset est le Parlement des Juifs israéliens en Israël et le congressionnisme mondial est le Parlement des Juifs en diaspora. Mais c'est parfaitement, on peut le synthétiser. C'est parfaitement résumé, et les deux parlements, puisqu'il y a un reflet de la Knesset, représentent l'unité indispensable, j'allais dire, de la nation juive. C'est un terme que j'aime utiliser, qui est un terme que l'on doit à Zev Jabotinsky, et qui était repris régulièrement par Menachem Begin et Yitzhak Shamir, qui sont mes maîtres à penser. Donc, Frédéric, ce soir, c'est la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Ça veut dire qu'à partir de ce soir, ceux qui ne sont pas inscrits ne pourront pas voter. Je crois que c'est entre le 22 et le 26 juin. Oui, je crois que la date va être fixée très prochainement. Très prochainement. Mais c'est vers, là, on va dire, entre le 22 et le 26, d'après les infos que nous avons. Mais les électeurs recevront en temps voulu les dates pour voter. Frédéric Rapp. Sachant que le congressionniste lui-même se réunira fin octobre à Jérusalem, comme à l'accoutumée, donc après les fêtes du Nouvel An, les fêtes de Tishri. De Tishri, c'est ça, exactement. Et je crois qu'il faut voir, pour ceux qui ont assisté, comme moi-même et mes collègues, comment ça se passe, où on voit tous les pays du monde et vraiment on ressent la puissance du peuple juif mondial. Et surtout... Et par les temps qui courent, c'est indispensable. Oui, exactement. Et c'est là où on vote un certain nombre de motions qui seront transmises à la Knesset pour être votées éventuellement. Voilà. On va aussi, pour aider les électeurs à voter, cette fois-ci on s'adresse à ceux qui sont inscrits et qui vont voter. Il y a un certain nombre de partis qui se présentent inscrits. Il y a un certain nombre de partis d'obédience israélienne qui existent en France et qui, eux, emmèneront des électeurs au Congrès et pour lesquels ils auront leur liste et puis leur propagande, on va dire, pour le vote en France. Je crois qu'on peut citer plusieurs. Il y a, je crois que le premier d'entre eux, de par sa taille, c'est le Likoud de France. Il y a les libéraux, je crois que c'est Lieberman. Je ne sais pas s'il existe en France et je voudrais qu'on me dise, oui, il existe en France. Il y a je pense qu'il y a un point d'interrogation. Ça veut dire que si le parti de Lieberman n'est pas inscrit en France, il ne pourra pas présenter. Donc, il n'y a pas lieu il n'aura pas d'électeurs, d'élus à emmener au Congrès. Il y a également, je dis ça de tête, il y a les conservatifs américains qui ont, je crois, une représentation en France. Il y a également les partis religieux comme le Chasse, Kol Israël, qui est un parti aussi qui est nouvellement créé, je crois, le Chasse. Et puis, il y a peut-être un autre parti religieux. Oui, il y a Mizrahi, bien entendu, et il y a aussi Degel Torah, Eretz HaKodesh, pardon, mais en France, ils font union avec le Chasse, et ça s'appelle... Kol Israël. Voilà. En plus, il y a Avoda, il y a Meretz et il y a les libéraux. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous, il est évident qu'on est là en tant que fédération. C'est que le vote, il faut certainement soutenir les votes je dirais, de la droite nationale ou même du centre et des sionistes, comme les voix des partis religieux. Par contre, on est totalement contre les ultra-gauches
qui sont vraiment à la limite de l'antisionisme et qui cherchent à déstabiliser. Je voulais rajouter pour l'information à nos électeurs, c'est que en Israël, ils cherchent à déstabiliser l'État d'Israël et ils pratiquent l'antidémocratie en ce sens où ils veulent destituer le Premier ministre. Alors, qu'on apprécie M. Benjamin Netanyahou, qu'on ne l'apprécie pas, mais il a été élu démocratiquement, il a, je crois, pour encore 1 an et demi, et on ne peut pas destituer, et on ne peut pas destituer, on attend que les élections arrivent, et à ce moment-là, les leaders se présentent et font après leur politique, voilà. Donc, je voulais dire ça, on ne vote pas, nous, pour ces partis qui veulent aujourd'hui. Pourquoi j'insiste, Frédéric, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes partis extrémistes, gauchistes, veulent prendre le pouvoir au Congrès sioniste mondial pour également éduquer les juifs de diaspora dans le sens d'un espèce de wokisme internationaliste, ultra-laïque, et qui n'entraînera que on va dire, la disparition de ce qui est juif en nous, au centre de notre cœur, le judaïsme qui, lui, a permis à notre peuple de vivre, d'être encore là pendant plus de 3000 ans. Voilà, Frédéric, ce que je voulais dire. Je ne peux, je te laisse terminer, je ne peux qu'abonder dans ce que tu viens de dire. Quand on n'habite pas en Israël, il est très important de soutenir le gouvernement qui est en place en Israël, qui travaille pour tout le peuple d'Israël, et surtout en ce moment, cette période de guerre. Il faut rappeler que l'Israël est en guerre, et compte absolument sur le soutien du peuple juif à travers le monde. Le seul soutien sur lequel il peut compter quand on voit la position d'un certain nombre de pays qui se prétendent amis d'Israël. Mais des amis comme ça, on a plus besoin d'ennemis avec des amis comme ça. Alors, le Likoud, c'est important parce que le Likoud, c'est un parti politique israélien important qui regroupe tout le monde. Il n'y a pas de différence entre Ashkenaz et Sfarad. Il y a les religieux et les non-religieux. Il y a beaucoup de courants, tous unis dans la volonté de défendre l'État d'Israël, de défendre son intégrité territoriale et de défendre la culture juive. Alors, vous me direz qu'il y a d'autres listes, effectivement, et peut-être que certains futurs électeurs se sont inscrits par l'intermédiaire d'autres listes. Alors, ils peuvent s'inscrire par n'importe quel intermédiaire, ils sont libres de leur vote, et je les invite quand même à bien réfléchir. Et même s'ils se sont inscrits par l'intermédiaire de listes qui sont par ailleurs des partenaires et des amis, à voter massivement pour le Likoud, parce qu'il faut que ce vote soit un vote utile et que la voix de la France soit une voix forte, audible en Israël pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, faire barrage à tous les antisionistes qui se prétendent sionistes mais qui ne le sont pas, qui servent d'alibi à nos ennemis. Ils ont des discours antinationaux, ils sont repris par nos adversaires en disant, vous voyez bien, vous-même vous le dites, qu'il y a un génocide. De ça, vous savez, tout ce vocabulaire qui est scandaleux, qui dans les médias français, que j'écoute assez régulièrement quand je suis en Israël, bon, alors génocide, bon, je ne reviens pas dessus, d'ailleurs c'est une insulte non pas seulement pour les Juifs, mais pour les Arméniens qui ont subi un génocide, pour les Tutsis du Rwanda, etc., etc. Mais il y a un autre mot aussi qui est scandaleux, c'est le mot massacre. Comme si Israël procédait à des massacres. Un massacre, c'est les tueries de populations civiles désarmées par des soldats. Israël prend un maximum de précautions pour limiter des pertes civiles dans un terrain particulièrement difficile, où nos ennemis se servent de la population comme bouclier humain, mais ça tout le monde le sait, mais les médias ne le disent pas. Et malheureusement, nous déplorons tous les jours, depuis hier, il y a 4 soldats qui sont tombés dans la bande de Gaza. Si Israël vraiment... vous savez, Israël a les moyens d'en finir avec la bande de Gaza, on aurait pu en finir en une semaine, mais à ce moment-là, effectivement, il y aurait eu des pertes civiles considérables. Israël prend toutes les précautions. Alors la guerre dure, effectivement, parce qu'on essaie de préserver à la fois les soldats israéliens, ce qui est la priorité, mais également de préserver une population civile qui, on le sait, a été complice des assassins du 7 octobre et complice du Hamas. Oui. Et ça, je crois qu'il faut le dire, le répéter sans cesse.
Tout à fait. Je crois que même que comme on dit, les enquêtes qui sortent maintenant progressivement laissent entendre que c'est cette gauche, ultra gauche, qui a cherché à déstabiliser le gouvernement, d'abord par le problème de la haute cour de justice, et puis par les procès, etc., etc., ont donné un message aux ennemis de l'État d'Israël pour qu'ils attaquent le 7 octobre, d'après ce qu'on nous dit. Donc aujourd'hui, si on peut faire un résumé sur disons, ce vote et les recommandations de ces votes, c'est que aujourd'hui, le résumé de ce que vous venez de dire, c'est que le Likoud est la seule force politique capable d'assumer la responsabilité de la guerre, soutenir pleinement Tsahal, bien sûr, la défendre. Aujourd'hui, on est en train, le Canada est en train de rechercher des responsabilités des soldats, comme on dit, à double nationalité canadienne et israélienne, pour les inculper de génocide ou de crimes de guerre, quelque chose comme ça. Donc, le Likoud, en résumé, c'est que, ce parti qui évitera la dispersion et qui réunira toute la coalition, permettra aussi d'œuvrer pleinement pour la libération des otages, sans compromettre la sécurité de tout un peuple. D'ailleurs, en France, le Likoud, qui existe depuis plusieurs générations, a une voix forte auprès des communautés. Je rappelle qu'il est aux côtés de l'OSN, de l'Organisation sioniste mondiale, dont le président actuel, donc, est de la même tendance. Il est proche du KKL, que vous avez présidé, et de la Fédération des organisations sionistes de France. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on peut dire si on a des recommandations à faire. Mais bien sûr, chacun peut voter pour la liste qu'il souhaite, mais soyons unis, évitons d'être dispersés. Ne dispersons pas nos votes. Donc on aura l'occasion de le rappeler au moment des élections elles-mêmes, au moment du scrutin lui-même. Pour l'instant, c'est la clôture des inscriptions, avec, y penser toujours, de renforcer effectivement le camp national pour que ce camp national soit bien représenté en Israël, et que la voix de la France, la voix de la communauté juive de France, forte, une communauté, je ne parle pas des notables de la communauté, moi je parle de ce qu'on appelle, je veux pas dire la rue juive, mais enfin, la base, qui sont, dont le cœur vibre en Israël, vibre avec Israël. Oui, voilà le message que l'on peut délivrer aujourd'hui, et qu'il faudra qu'on répète au moment où le scrutin lui-même aura lieu. Et surtout que aujourd'hui le congrès sioniste n'est pas juste un symbole, parce que c'est lui qui détermine l'usage des budgets, l'orientation des institutions du peuple juif, parlons sur le plan mondial, et l'avenir même de la nation d'Israël par ses votes au congrès. Voilà. Donc votez aujourd'hui utile, comme on dit, et surtout n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas inscrits, d'être inscrits avant ce soir minuit pour pouvoir voter. Je crois que nous avons terminé, on me fait signe que nous avons terminé. Docteur Frédéric Nordman, merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir donné vos points de vue et vos points de vue avec l'expérience que vous avez dans les communautés à la fois en diaspora et en Israël, et pour votre soutien aussi donc à nos communautés. Docteur Frédéric Nordman, au revoir et Tel Chai. Tel Chai, merci de l'invitation et bon courage. Retrouvez la deuxième partie de À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Bonjour Edwige Chekroun de Sababa, Jérusalem. Comme vous le savez, vous êtes ici sur la radio Kol Sion de Radio Juif Marseille. Et notre rôle, c'est aussi d'informer les gens sur l'Alia et sur la Klita. Comme vous le savez certainement, il y a à peu près un tiers des Olim qui arrivent en Israël qui sont à l'âge de la retraite ou bien qui s'approchent de la retraite. Par conséquent, cette population n'a pas forcément
besoin de travailler ou d'avoir une activité professionnelle. Surtout, elle a surtout besoin d'activités dans le cadre de leur nouvelle vie de retraité. Et on a entendu plusieurs fois, donc dernièrement au salon de la Alia à Marseille, une structure qui s'occupe un peu de ce public, qui est, si je me souviens bien, Sababa, c'est le nom de l'association. Alors, étant donné que vous êtes la responsable de cette structure, j'aimerais d'abord entendre de votre part qu'est-ce que c'est Sababa, qui l'a créé, pourquoi, et ensuite on parlera sur les activités même de cette association. Vakasha. Alors, bonjour Moshe. Effectivement, on s'est vu à Marseille il y a quelques semaines. Alors, Sababa, c'est une initiative qui a été créée avec Avisana, que vous connaissez bien, et Yael David, et à l'époque de l'association AMI. Et l'idée, c'était de faciliter l'ALIA des retraités, puisque ces retraités ou futurs retraités, lorsqu'ils ont un projet d'ALIA et d'installation en Israël, on leur dit souvent, bon, bah, t'as pas besoin de chercher du travail, t'as pas besoin d'inscrire tes enfants à l'école, alors tout va bien. Mais là où Sababa est intervenu en disant que c'est un changement de vie comme un autre, le passage à la retraite et le fait de monter en Israël, et que donc du coup c'est aussi une population qui a besoin de renseignements, d'activités et d'accompagnement pour que cela se passe le mieux possible, même dans le cadre d'un rapprochement familial, et on va en parler un peu plus tard dans l'interview. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est à peu près un tiers de l'ALIA de France qui a plus de 60 ans et qui décide de faire sa vie en Israël et donc de s'installer en Israël. Donc, alors, si je comprends bien, c'est une structure qui s'adresse effectivement à cette tranche de la population. Et alors, qu'est-ce que Sababa peut proposer ou est censé proposer aux retraités qui arrivent en Israël? Alors déjà, on va commencer au moment de la préparation de l'ALIA, puisque quand on parle de retraités, on parle d'un côté d'âge différent, d'un côté de niveau socio-économique différent, d'un côté de situation socio-médicale différent. Donc déjà, voilà, c'est déjà la deuxième fois qu'on est présent sur les salons de l'ALIA, où on donne des renseignements très adaptés et selon les besoins des personnes, selon le stade où ils en sont dans leur vie et selon le temps pour préparer leur alia. Donc ça, c'est déjà très important, toute cette première partie de préparation, parce que quand on parle de retraité, il y a d'un côté, il faut choisir le moment où on va faire son alia, il faut choisir ce qu'on va faire de ces biens et de ce qu'on a en France. Et puis de savoir dans quelle ville ils vont s'installer en Israël aussi, parce que souvent il y a des gens qui ne connaissent pas si bien Israël que ça et qui ont envie de la mer et qui ont envie d'être à côté des enfants, etc., etc. Donc ce qu'on fait, nos conseillers les aident à prendre des décisions avec des faits réels. Et déjà, c'est une grande partie du début de la préparation de l'ALIA. Mais une question, que je comprenne. Ça, c'est en plus, à la place ou à côté de l'inscription à l'agence juive? Non, c'est complètement en partenariat avec l'agence juive. On ne remplace personne. Ce qu'il y a, c'est qu'on a l'habitude de cette population et de leur donner des conseils. Donc, en fait, en partenariat avec l'agence juive, en partenariat avec toutes les structures qui existent, on essaye parce que souvent, d'abord, aujourd'hui, on est dans un monde très connecté où les retraités n'ont pas forcément accès. Donc, le fait de rencontrer des gens qui leur répondent directement aux questions et pas qui les envoient chercher sur Internet ou sur Facebook ou sur Instagram, ça les aide beaucoup à avoir justement, ils peuvent prendre leur papier, leur crayon, noter les différentes choses qui ont été énoncées, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert un canal d'information sur WhatsApp où on envoie régulièrement des informations qui sont liées aux retraites en Israël, aux retraités et aux nouveautés pour les retraités en Israël. Et ensuite, une fois qu'ils sont là et qu'ils ont fini toute la partie administrative, en fait, on leur propose de rejoindre différents clubs de l'amitié dans les différentes villes avec qui on est en contact, pour qu'ils puissent aussi avoir leurs propres activités et connaître un peu mieux Israël.
Ok, donc alors maintenant, on est dans une section. D'abord, c'est important parce que on ne savait pas que Sababa était dans différentes villes. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques instants le nombre de villes où il y a une représentation de Sababa? Je suppose que ça doit être dans les villes où il y a une grande concentration d'Alia, de retraités. Je suppose bien sûr Jérusalem, peut-être Ashdod. Si vous pouvez plus nous donner des informations. On n'est pas présent sur les différentes villes, mais on est en contact avec les initiatives des différentes villes. Et donc, à ce moment-là, si la personne me dit, voilà, j'ai décidé de m'installer à Ashdod, par exemple, puisqu'on a donné l'exemple, alors à ce moment-là, je peux le mettre en contact directement avec les responsables d'Ashdod, qui organisent des activités, qui les accueillent, etc., etc. Et c'est pas qu'on a ouvert puisqu'il y a des choses qui existent, et franchement, sachez qu'il y a des choses formidables dans les villes avec des clubs d'activités, avec des activités qui sont adaptées à tous, que ce soit des activités de bénévolat, des activités de comment ça s'appelle, de conférences, des rencontres pour mieux expliquer ce qui se passe en Israël. Évidemment, des ulpanim, puisque, comme vous le savez bien, la question de l'hébreu, elle est quand même au centre des intérêts de tout le monde qui s'installe ici. Donc, il y a des villes qui proposent des ulpanes adaptés au troisième âge aussi, un peu moins intensifs, etc. Donc, et il y a des dizaines et des dizaines de bénévoles qui sont là pour aider, encadrer, arranger les problèmes administratifs dans toutes les villes, quoi. Oui, alors ça c'est le côté un peu activité pour les retraités, mais est-ce que vous pouvez aussi, vous êtes habilité à donner des informations comme par exemple tous les problèmes de retraite en Israël, les retraites qui viennent de France, et quels sont les avantages qu'un retraité peut avoir dans le cadre dans ce domaine-là en fin de compte? Alors, je vais pas donner maintenant des informations à la radio un peu larges, etc., mais on organise régulièrement des conférences sur ce sujet. De manière générale, un retraité qui touche sa retraite en France a le droit de s'installer dans n'importe quel pays du monde. Ça veut dire c'est son choix. Donc Israël peut faire partie de son choix et continuer à toucher sa retraite et à bénéficier de l'argent qu'il a accumulé. Pour ce qui est des droits en Israël, alors ça va dépendre un peu de l'âge auquel il va arriver et de certaines situations. Donc je voudrais pas rentrer dans les détails maintenant, mais de manière générale, si la personne n'a jamais vécu en Israël, en arrivant en Israël, elle a oui droit à être assurée sociale et médicale dans le cadre de l'ALIA. Encore une fois, je ne rentre pas dans les gens qui ont déjà habité en Israël ou qui ont déjà une identité israélienne. Je parle vraiment des nouveaux immigrants qui n'ont jamais vécu en Israël. Oui, mais alors, ça c'est donc, si je comprends, il y a un certain âge limite pour pouvoir obtenir des avantages sociaux, éventuellement une retraite gouvernementale pour les gens qui arrivent en Israël. Je sais plus si c'est exactement 65 ans, 67 ans pour les hommes. Non, alors il faut de manière générale, mais encore une fois, l'information que je donne, elle est valable aujourd'hui et maintenant. Les gens doivent arriver avant l'âge de 62 ans pour pouvoir cotiser quelques années et toucher une allocation vieillesse, non pas une retraite. Oui, mais 62 ans, c'est pour les femmes ou les hommes? Alors, c'est pour les femmes. Pour les hommes, c'est l'âge de 64 ans, il me semble. Mais encore une fois, ne me prenez pas au mot. On va pas rentrer dans les détails techniques là, mais il faut savoir que oui, il faut arriver avant un certain âge pour avoir le droit à l'allocation vieillesse. Mais c'est-à-dire ça, c'est le côté israélien. Mais à part ça, bien entendu, si je comprends bien, quelqu'un qui a sa retraite de France peut la faire passer en Israël, mais il faut pour cela s'inscrire au consulat français ou être français résident à l'étranger, quelque chose comme ça, non? Voilà, exactement. Il y a toute une partie des choses où il faut signaler à sa caisse de retraite qu'on est sur le départ et donner les nouvelles coordonnées bancaires, les nouvelles adresses, etc. C'est quelque chose qui peut se faire aussi en plusieurs stades. Ça veut dire la personne peut très bien faire son alia et ensuite au bout de quelques mois, quand elle a bien ouvert son compte bancaire, etc., faire passer, envoyer
signaler à la caisse de retraite que la personne n'habite plus en France et qu'elle veut à partir de là toucher sa retraite à l'étranger, quoi. Ok, donc j'ai bien compris. Donc maintenant, si vous voulez bien, je voudrais revenir un peu au programme d'activité de Sababa. Quelle est la fourchette d'activités qu'on peut proposer à des gens? Je suppose que des gens ont certaines envies, certaines aussi peut-être une envie de militer, de faire quelque chose pour la société Israël, pour Tsahal, pour l'agriculture, pour tous les domaines qui sont en ce moment un peu sous le feu du projecteur de la guerre, entre guillemets. Quels seraient les programmes que vous pourriez proposer, juste un peu pour nous donner un peu, nous ouvrir l'appétit? Envie, voilà, exactement. Alors, nous, notre slogan, c'est la retraite en Israël, c'est l'avenir. C'est-à-dire que en Israël, on a une population retraitée, et je parle des Israéliens, qui est très active et proactive, de par son implication dans la société et sa volonté de participer à des actions de bénévolat. Et depuis le 7 octobre, on a vu vraiment cette population senior retraitée vraiment être en action, préparer des repas pour les soldats, aller faire du bénévolat dans les hôpitaux, aller dans les hôtels, s'occuper des enfants qui avaient dû quitter leur maison, qui se sont retrouvés dans des hôtels, que ce soit les enfants du Nord ou les enfants du Sud, et donc cette population de retraités qui a du temps et qui a envie de faire des choses, ici en Israël, elle est très bien accueillie et très reconnue. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer des activités à nos seniors francophones, à nos retraités francophones, pour leur permettre, j'ai envie de dire, d'entrer dans la danse et de faire partie de ce pool de retraités actifs. Alors par exemple, voilà, ce dimanche, on sort en partenariat avec Sarel, un bus avec 40 retraités francophones de Jérusalem qui vont aller préparer des colis pour les soldats. Voilà, ça c'est un petit exemple d'activité. Et puis aussi, ce qui est important, c'est d'apprendre à découvrir Israël, aimer Israël, pas que le Kotel et la vieille ville de Jérusalem, mais régulièrement, 1 ou 2 fois par mois, on organise des excursions à travers le pays pour que nos chers retraités connaissent mieux le pays où ils ont décidé de vivre. Et surtout, ce qu'on essaye, c'est de leur expliquer à travers des conférences et des activités ce que c'est qu'Israël, ce que c'est que vivre en Israël, de bien le ressentir pour leur permettre de se brancher aussi avec leurs petits-enfants ou leurs arrière-petits-enfants quelquefois, qui sont eux-mêmes très israéliens, et de leur permettre d'assurer un dialogue et d'être dans une compréhension culturelle commune. Donc on leur apprend aussi plein de choses sur le pays, sur comment leurs petits-enfants vivent, pour éviter qu'ils soient en permanence décalés par rapport à cette culture israélienne, même s'ils arrivent après l'âge de la retraite. Ah, écoute, c'est très intéressant. Donc, ça veut dire que un retraité de Marseille, quand il arrivera en Israël, il sera pas trop déphasé, puisqu'il a quand même une structure francophone, avec une mentalité francophone et avec peut-être des habitudes francophones, qui va l'intégrer progressivement dans la société Israël, tout en gardant bien entendu son identité et son statut français, et qui va à la fois s'intégrer en Israël et aider tout ce qui peut aider dans la société Israël, surtout en ce moment où on a besoin de toutes les mains pour pouvoir avancer et pour arriver à une période beaucoup plus sereine et beaucoup plus sécuritaire. Maintenant, exactement. Juste un tout petit truc, je rajoute que les retraités francophones se font tout un monde du côté administratif. Alors effectivement, aujourd'hui ils sont face à 2 défis. D'un côté, le fait que tout soit extrêmement informatisé, donc on a besoin de savoir bien se servir de son smartphone et des applications et des sites, etc. Donc ça c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est que ça se passe en hébreu aussi, donc c'est aussi un défi. Mais une fois que les choses administratives se mettent en place, on conseille vivement à tous ces retraités de commencer des activités, de démarrer des activités, que ce soit dans le quartier, dans la ville ou là où ça leur plaît, mais surtout d'avoir des activités et de ne pas se retrouver seuls chez eux
à tourner en rond devant la télé. Oui, alors justement, j'ai une question un peu au début. Est-ce qu'un immigrant retraité doit rapidement s'inscrire au consulat français, ou bien il a le temps? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Alors, c'est toujours intéressant d'abord de savoir que d'abord c'est un droit. Donc, à partir du moment où on a un droit, j'ai presque envie de dire que c'est un devoir. On s'inscrit au consulat français. Il y a eu des moments où, malheureusement, ces derniers temps, on a vu que le fait de signaler là où on vit et la double appartenance, ça a pu aider. Je pense aux périodes Corona où il était difficile de voyager, période guerre, etc. Donc c'est toujours intéressant. Aujourd'hui, les équipes du consulat, des équipes consulaires font énormément de travail pour que l'accueil soit beaucoup plus adapté et agréable, puisque la population francophone en Israël, je crois que c'est dans le monde, c'est une des populations les plus grandes, où il y a plus de travail consulaire à faire. Et puis ça permet aussi de pouvoir refaire ses papiers, signaler, voilà. Donc en fait. C'est quand même important de signaler au consulat que qu'on a immigré en Israël et d'avoir une carte consulaire, ne serait-ce par exemple que pour voter pour la France, puisque on parle quand même de personnes qui ont fait toute leur vie en France et qui ont sûrement encore de la famille en France et qui ont un droit de vote, qu'ils habitent ici ou là-bas. Oui, alors, est-ce que, concernant de la retraite française, quelqu'un qui a une retraite française qui veut la faire passer à son nouveau compte en banque en Israël, est-ce qu'il doit officiellement s'inscrire au consulat, ou bien ça peut attendre? Comment ça se passe? Non, ça c'est pas lié, ça c'est en direct. C'est deux démarches qui sont pas liées l'une à l'autre. L'inscription au consulat, c'est vraiment en tant que citoyen, enfin quelqu'un qui a la citoyenneté française. Et la retraite, c'est directement quelque chose qui est en lien avec les caisses de retraite et qui n'a rien à voir avec le consulat. Oui, mais à ce moment-là, par contre, il faut savoir que en fait, les caisses de retraite demandent régulièrement des certificats de vie aux personnes qui habitent à l'étranger. Donc, il y a certaines associations et les mairies qui font des certificats de vie, c'est-à-dire qui signent sur le fait qu'ils vous ont vu et que vous êtes vivant. Et aujourd'hui, il y a une application qui est en train de se mettre en place où en fait la reconnaissance pourra se faire par identité faciale, et donc ça prouvera que la personne est encore en vie et ce sera envoyé directement aux caisses de retraite. Ça marche pas encore aujourd'hui avec toutes les caisses de retraite, mais doucement on va y arriver. Oui, mais attends, moi je voudrais comprendre quelque chose. Pour pouvoir dire à notre caisse de retraite qu'on habite à l'étranger, il faut le prouver. Et donc, il faut s'inscrire au consulat, ou bien je dis simplement, je déclare sur l'honneur que je suis habitant à l'étranger. Comment ça se passe? Aujourd'hui, c'est une déclaration sur l'honneur. Ça n'a rien à voir avec le consulat. C'est pas quelque chose qui est demandé dans les caisses de retraite. Ah, ok. Donc, à ce moment, quelqu'un dit Ça peut changer, hein. Ah, d'accord. Encore une fois, on est dans un monde qui bouge et qui change vite. Donc, ça peut changer, mais pour l'instant, c'est comme ça que c'est géré. C'est une déclaration sur l'honneur qui dit que j'habite à Natania, à Ashdod. Ils peuvent demander aussi quelque chose, par exemple une facture ou un certificat de résidence. Encore une fois, j'ai presque envie de dire qu'il y a autant de cas de retraite que de retraités, quoi. Ah, ok. Ça peut venir il y a pas un seul parcours. En tout cas, il y a énormément de gens qui sont prêts à aider pour que ça se passe bien. Il y a énormément de permanences de bénévoles pour aider pour que cela se passe bien. Donc, ne restez pas seul avec vos problèmes et vos questions. Contactez les responsables de vos villes, les associations de vos villes, et il y a toujours une solution. Il faut être proactif aussi. Oui, c'est-à-dire que quand on dit contacter dans votre ville, donc il faut contacter ou bien la personne de la mairie ou bien le Misral Aklita. Comment ça se passe? Moi, je suis un nouveau retraité qui arrive à Eilat, par exemple, au hasard. Voilà. Alors à Eilat, par exemple, il y a une responsable de l'accueil à Eilat qui est du ministère de l'intégration et de la mairie de Eilat. Et donc à ce moment-là, Sababa a les coordonnées de tous ces responsables et ces professionnels. Vous pouvez nous contacter et nous demander comment je fais, et à ce moment-là, selon les différents cas de figure,
alors on vous met en contact. Ok, alors maintenant, Voilà. on arrive... Et on sait que les enfants, ils sont toujours très contents d'accueillir leurs parents en Israël, mais que finalement, ils sont pressés, occupés, et qu'ils ont moins le temps de s'occuper de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi. Alors maintenant, c'est très bien. Maintenant, comment ça se passe pour vous? Tout ça, on a bien entendu, on a bien enregistré. Maintenant, comment on fait quelqu'un de Marseille? Quel est le moyen de vous contacter, d'avoir des informations? Comment ça se passe? Alors, on est présent et actif. On est présent et actif sur WhatsApp. On a un canal d'information. On diffuse régulièrement de l'information. Ça, je pourrais vous donner le lien. On a un mail aussi. Les gens peuvent nous envoyer un mail pour lequel on essaye de répondre, et on fixe des rendez-vous téléphoniques parce qu'on n'a pas encore de standard et de quelqu'un qui est en capacité de répondre au téléphone toute la journée. Donc ce qu'on préfère, c'est que les gens nous envoient un petit message et de fixer un rendez-vous téléphonique, et à ce moment-là, on peut donner les renseignements nécessaires. Mais vous avez un site internet, une adresse, quelqu'un qui nous entend en ce moment-là, et il veut avoir des informations. Comment ça se passe? Alors, il peut envoyer un mail à café-maafe, CAFEMAAFE 55 @gmail.com. Peut-être on le remarquera dans les 55.com, ok. Voilà. Et dans le WhatsApp, alors quel est le nom de ce WhatsApp? Alors le WhatsApp, ça s'appelle La retraite en Israël, c'est l'avenir. Mais en fait, il faut que je vous envoie le lien, et à ce moment-là, il faut cliquer sur le lien. Ça veut dire on n'a pas encore de... Ok, on alors ne peut pas passer par la radio pour l'instant. Ok, alors Edwige, si vous pouvez, s'il vous plaît, m'envoyer ça sur mon WhatsApp, et moi je ferai en sorte de transmettre. Je crois qu'on a fait un peu le tour pour la retraite. D'abord, Edwige, je tiens à vous remercier énormément du fait que vous occupez de cette tranche de population qui n'est pas active mais qui est très importante, puisqu'en allant en Israël, elle rejoint des enfants ou des petits-enfants, ou bien en allant en Israël, elle attire des enfants et des petits-enfants, et qu'en fin de compte, tout le monde se réunit sur la terre de nos ancêtres. Merci beaucoup, Edwige, et j'espère qu'on se verra très bientôt ou en Israël ou au salon d'Alia à Marseille. Avec grand plaisir, et vraiment... voilà, je le redis, la retraite en Israël, c'est l'avenir. Toda Rabba, Leitrot. Au revoir, Moshe.